We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, fondatrice de The Good Goods, et j'accompagne les professionnels de la mode, du textile et du luxe dans la transformation de leurs pratiques vers plus de responsabilité. Mon job, c'est de rendre visibles les acteurs et actrices de la mutation profonde et au passage, de proposer de nouveaux narratifs. Ici, on restaure le leadership à la française, on met en lumière les innovations qui décarbonent à l'échelle industrielle et on convoque l'humain qui sommeille dans tout décideur pour faire pencher son libre arbitre en faveur de choix qui façonnent positivement le monde de demain. Se nourrir, se soigner, s'habiller et construire. Le chanvre est une plante multipotente, elle sait tout faire. Des bâtiments, des soins du corps, des huiles comestibles riches en acides aminés essentiels, mais aussi une matière textile qui trône sur la première marche du podium de l'épargne énergétique. Étant plus fashion que fumette, on vous épargne le second degré sur la notoriété première de ces feuilles pour mieux vous raconter aujourd'hui pourquoi et comment, plus que jamais en 2024, il faut la cultiver et la porter. Pour cet exercice, j'ai la joie d'accueillir une personne exceptionnelle au parcours pour le moins éclectique. Vincent l'Artisien est tombé en amour pour cette plante, là encore, une fois n'est pas coutume, sous le charme de son intelligence davantage que celui de sa plastique. Et plastique, que dis-je ? L'idée est ici précisément inverse. Il s'agit d'en sortir, de rompre avec la pétrochimie grâce à cette alternative de vertu. Créer une filière chanvre puissante en France n'est pas un long fleuve tranquille. Et ça tombe bien, Vincent est un enfant des vagues. Pour démarrer l'année, je vous propose le portrait d'un homme qui joue dans la houle, au sens propre comme celui métaphorique de l'entrepreneuriat. Vincent, merci beaucoup d'être là. Bienvenue dans Onward Fashion. Merci à vous de m'en recevoir. Et bonne année 2024 pour commencer. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette année ? De se rapprocher de plus en plus de l'ère du chanvre qui arrive. De l'ère, tu l'écris ERE, j'imagine ? Oui. Alors, comment on l'illustre, l'ère du chanvre ? En fait, c'est le moment où toutes les vannes vont être ouvertes pour laisser arriver cette plante jusqu'au plus grand nombre, sous toutes ses formes. Et là, on va vraiment rentrer dans ce que nous, on estime l'ère du chanvre, c'est-à-dire que le chanvre sera proposé quasiment partout, quoi, pour remplacer tout un tas d'autres matières. Combien d'années ça fait que tu es dans cette industrie ? Enfin, si on peut appeler ça une industrie. Oui, dans l'industrie, ça fait depuis 2016. D'accord. En contact avec la plante, ça fait depuis bien plus longtemps. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on voit se dessiner des cycles où d'abord c'était une approche vraiment ponctuelle, ensuite entrer dans l'industrie, et là, la dimension d'air amène une idée de massification, d'industrialisation justement, de passage à l'échelle peut-être. Complètement, et c'est bien ce dont on a besoin parce que le chanvre aujourd'hui est niche dans chacune dans chacun des matières qu'il propose, mais le chanvre doit devenir une des matières principales de notre planète, quoi, et plus le pétrole. Alors on va essayer d'expliquer pourquoi dans cet épisode. Avant ça, je te propose de te présenter avec les mots de ton choix. Ok, alors moi j'ai grandi en Méditerranée, issu d'un milieu chirurgical. Mon père, mon frère, mon oncle sont chirurgiens et j'étais voué à être chirurgien. Mais mon père avait une passion pour l'océan, donc il nous a amenés en mer Méditerranée et dans différents océans de la planète depuis petit, ce qui m'a connecté d'une manière assez particulière comparé à mes frères. Et du coup, l'océan m'a emporté bien au-delà de ce qu'auraient pu m'emporter les études de médecine. Et j'ai suivi cet appel de l'océan et j'ai fini sur les îles de Hawaï à l'âge de 18 ans, où j'y resterai jusqu'à l'âge de 36 ans. Et ensuite, je suis revenu avec cette volonté de pouvoir rendre à la planète tout ce que la planète m'avait donné. Et c'est à partir de là que le chanvre s'est imposé. Tu as une histoire familiale assez intéressante quand même liée aux soins, même si la chirurgie aujourd'hui est hyper technique et plutôt très éloignée de la plante et des soins liés aux plantes.
Est-ce que tu dirais que tu as été particulièrement sensibilisé à ça, au care en général de l'autre, de la planète, quand tu étais enfant? Oui, je pense même que c'est une des raisons pour laquelle j'ai fini dans cette famille. Enfin, en tout cas, je suis arrivé dans cette famille. Mais ça demande une autre compréhension. Mais le soin a toujours été quelque chose qui m'a attiré. J'ai toujours été attiré par le fait d'apporter à l'autre une meilleure qualité de vie. Que ça passe par le physique, le psychique, le mental ou le spirituel. Et du coup, même pendant mes années de surfeur, j'ai toujours eu envie d'aller vers de la thérapie ou un style de soin. J'avais pas du tout envie de reprendre les études de médecine ou d'aller dans les études de médecine. Donc du coup, naturellement, ça m'a tourné vers les soins un peu plus énergétiques que pratiquaient à l'époque à Hawaï, ce qu'on appelle les kahuna, qui sont les guérisseurs, les gardiens du savoir. Et du coup... c'est plus cette vision holistique de la santé qui m'a intéressé. Tu peux nous faire un petit flashback j'imagine que tu étais déjà voué à une carrière pro quand tu es parti à Hawaï. Pas du tout. Ah, pas du tout, d'accord. Bon, tu vois, je me plante complètement. Donc, est-ce que tu peux me dire comment tu es rentré dans le surf et ensuite comment s'est dessinée cette première partie de ta vie, plutôt d'un point de vue professionnel surfeur? Alors, c'est assez surprenant parce que la plante est déjà intervenue à ce niveau-là. C'est-à-dire que mon père, alors depuis que j'ai 13 ou 14 ans et j'ai reçu un appel viscéral en ouvrant un magazine et en voyant des gars sauter sur des vagues en planche à voile à Hawaï. Et en ouvrant ce magazine, j'ai su, quand j'ai vu ça, que je devais aller là. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais j'ai su que c'était mon chemin, quoi. Et donc, bien sûr, j'ai sans cesse répété à mon père que voilà, je devais aller à Hawaï. Mais à l'époque, il y a les études, le bac et tout. Et lui m'a dit, quand tu auras ton bac, je te paye le billet. Si ce n'est que j'ai jamais eu le bac. Je l'ai raté une première fois. J'ai été viré du lycée. On m'a mis dans une école paramilitaire. J'ai raté une deuxième fois. Et la troisième fois, je ne pouvais plus. C'était plus possible, il fallait que j'aille à Hawaï et il y a des amis à moi qui m'ont dit bon viens on va au Maroc, on part 3 mois et tout. J'ai dit quitte de Hawaï, je vais aller là. Et en allant au Maroc, je suis tombé sur des opportunités assez extraordinaires, assez illégales, qui m'ont permis de ramener cette plante en France, de gagner un peu d'argent et de me payer mon propre billet pour partir à Hawaï. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est fait. J'étais pas du tout pro, j'étais débutant dans la planche à voile, mais quand je suis arrivé à Hawaï, c'était le début d'une activité qui était la planche à voile dans les vagues, qui se passait sur une île particulière. Donc j'arrivais au meilleur moment, à l'endroit le plus incroyable qui soit, et je suis devenu professionnel en 1 an de pratique, ce qui était assez rapide. Et comment ça s'est passé à ce moment-là avec tes parents et ton père quand tu as décidé que tu ne ferais pas d'études et que tu étais indépendant financièrement suffisamment pour... Ça, ils ne l'ont pas su. Mais ça s'est mal passé parce que mon père voulait qu'on fasse des études et de longues études. Et moi, je partais à l'aventure pour jouer dans les vagues. Autant dire que non, ce n'était pas vraiment son programme, quoi. C'est une famille de médecins dans le privé ou dans le public? Donc plutôt profil entreprise ou service public? Non, dans le privé. Dans le privé. Et ils ont même ensuite été chirurgiens dans différents pays. Ils ont été en Afrique, ils ont été en Asie. Et en fait, c'était un peu des aventuriers de la chirurgie parce que voilà, ils avaient appris pendant la guerre. Et ensuite, ça les a amenés sur des chemins multiples. Et il y avait dans la famille déjà un esprit d'aventure qui était toujours présent, quoi, qui me permettait de pouvoir envisager de partir à 18 ans tout seul dans les îles d'Hawaï sans que ça fasse trop off. Ouais. Alors, revenons-en. Quand tu arrives, il se passe quoi? Tu vois, qui tu rencontres? Comment tu organises ta vie dans cette première année? La première année, j'arrive dans un monde où tous les codes, tous les programmes que j'avais, il n'y avait plus rien qui correspondait. En fait, je suis arrivé au milieu, dans une île perdue, entre une culture hawaïenne et la culture du mouvement hippie américain. Et pour moi, c'était un espace de liberté extraordinaire, mais j'ai pas compris tout de suite ce qui se passait à l'intérieur de moi, en dehors du fait que je pouvais pratiquer ma passion tous les jours pendant des heures. J'ai bien vu au fur et à mesure du temps que j'ai été déprogrammé
tous les programmes de la société, de mon milieu culturel et de mon éducation, et que j'ai été libre de reprogrammer comme il me semblait bon tout ce qui a fait de moi, tout ce qui fait que je suis moi aujourd'hui, quoi. Comment tu l'illustres ça? C'est dans ta relation aux autres, à toi? Enfin, est-ce que tu as des exemples concrets? Ouais, c'est surtout dans ma compréhension du monde, parce que dans ce monde occidental judéo-chrétien dans lequel j'ai été éduqué, les valeurs, les codes, les règles et même l'histoire, elles nous étaient données comme étant comme ça. Et surtout en venant d'un milieu médical où la médecine nous était expliquée, où la santé, où la thérapie nous était expliquée d'une certaine manière. Et je suis arrivé dans un milieu où tout, mais vraiment tout, était expliqué d'une autre manière. La conscience environnementale n'avait rien à voir. L'alimentation qu'ils avaient n'avait rien à voir. Ils étaient tous végétariens. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. La pratique de la santé et des soins n'avait rien à voir. On allait voir des kahunas. J'ai des mecs, je ne sais même pas ce qu'ils représentaient. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qu'ils faisaient. Donc c'est comme si j'arrivais sur une autre planète, en fait. Mais sur une planète extrêmement libre, dans laquelle les valeurs étaient beaucoup plus riches par rapport à moi que de là où je venais. Et malgré ça, plutôt en parallèle, tu t'imposes une discipline de sportif de haut niveau et ensuite sportif pro. Comment est-ce que tu évolues en parallèle, tu vois, dans ce monde du surf? Alors, je me suis jamais imposé quoi que ce soit, si ce n'est que mon amour pour l'océan et mon amour pour les vagues me faisait passer 5 à 6 heures dans l'eau tous les jours, mais avec plaisir, quoi. Je me suis jamais forcé à aucun moment. Ensuite, il y avait un milieu professionnel qui naissait. C'était le milieu professionnel autour de la glisse, de la planche à voile et du surf. Il n'y avait pas encore beaucoup d'argent, donc tout était assez sain. Et j'étais quelque part au bon endroit, au bon moment, et j'ai été embarqué dans ce milieu professionnel sans que je m'en rende compte et sans que même je le veuille. J'étais ravi, bien sûr, de faire partie de ce monde-là, d'être payé pour faire ce sport, mais c'était pas mon but. Je suis pas allé à Hawaï pour faire de la compétition ou quoi que ce soit. J'ai bien, dès le début, compris que je ne voulais pas faire de compétition. C'était pas mon sujet. Je n'avais pas envie qu'on me dise à quelle heure je devais aller dans l'eau et pour combien de temps. Et c'était pas pour moi l'essence du surf, mais dans le surf, il y a ce qu'on appelle des surfeurs libres, qui sont des gens qui suivent pas les compétitions, mais qui sont quand même sponsorisés parce que ils ramènent de l'image. Et moi, c'était beaucoup plus cette partie-là qui naturellement me correspondait. Et tout s'est fait super naturellement, quoi, sans vraiment que dans une ambiance de jeu, d'insouciance, où la plante était présente, parce que tout le monde fumait beaucoup sur les îles d'Hawaï, pas que dans le milieu du surf, mais sur les îles et les Hawaïens eux-mêmes. Et donc, il y avait cette espèce de mélange détonnant entre la culture hawaïenne, qui est pour moi une des cultures les plus extraordinaires qui est sur la planète, ce mouvement hippie, qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous racontait du mouvement hippie, puisque c'était que des scientifiques, des artistes ou des gens câblés qui refusaient le système et qui inventaient un autre système. Et donc, à moi, ça me permettait de voir avec un autre regard tout ce qui m'entourait, quoi. Et du coup, de pouvoir moi-même choisir mon chemin, quoi. Tu parles de la culture hawaïenne et donc, j'imagine, de la façon de concevoir le monde. Est-ce que tu saurais nous représenter, tu vois, en quoi ça consiste, le rapport à la nature et le rapport à la plante aussi que tu décris, parce que j'imagine qu'on fume pas simplement pour se dire, ok, j'ai envie d'être high pendant X heures, on va chercher autre chose. En fait, aujourd'hui, je parlerai plus d'un niveau de conscience. C'est-à-dire que il y a un niveau de conscience dans la culture hawaïenne qui est vraiment éveillé. Et dans ce niveau de conscience, bien sûr, l'interconnexion de tout est hyper présente. Notre connexion avec la planète, avec le règne minéral, avec le règne animal, avec le règne végétal, et l'interconnexion de tout, de nous tous, quoi, de tout ce qui vit sur la planète. Donc déjà, il y avait ce niveau de conscience. Et en même temps, il y avait le mouvement hippie, qui, lui, était né de cette prise de conscience de certains Américains, mais plus du côté des Indes. Parce que les Beatles avaient ramené
pas mal de travaux sur la méditation. Ils avaient été voyager voir des chamans là-bas ou des maîtres, et que il y avait ce début d'ouverture de conscience qui prenait corps dans notre civilisation occidentale, à l'opposé du système. Et c'est pour ça que ce mouvement hippie a été obligé de se détacher du système, parce que le système, lui, allait à l'inverse de cette prise de conscience. Et continue d'ailleurs aujourd'hui encore. Et ça, comment est-ce que tu dirais que c'est enseigné, par exemple, aux enfants? Enfin, enseigner, c'est peut-être pas le terme adéquat, mais transmis. Je parle des enfants parce que c'est peut-être l'illustration la plus facile pour comprendre. Mais tu vois, cette interconnexion, c'est extrêmement naïf, ma manière d'aborder le sujet. Mais c'est vrai que pour en tirer des enseignements efficaces, je suis assez curieuse. Moi, j'ai des principes que je trouve extra, d'école de la forêt, ou tu vois, ce type d'enseignement qu'on peut retrouver en Occident. Mais sinon, c'est très peu tangible. Et oui, parce que l'essence même de la prise de conscience, elle est intangible, mais elle se base quand même sur des phénomènes aujourd'hui et sur une compréhension que la science moderne arrive à rendre tangible. Donc c'est bien là le changement depuis les années 80 où moi je suis rentré là-dedans jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la science vient appuyer tout ce que les sages et les mystiques mettaient en avant. C'est-à-dire que on ne voit que la matière, la civilisation humaine. Or, cette matière descend d'une densification de l'énergie. Donc déjà, il fallait comprendre ce qu'était l'énergie, à quel monde elle appartenait, donc à des mondes subtils qu'on ne voit pas. Et c'est dans ces mondes-là qu'évoluaient les Hawaïens dans leur culture et leur façon de faire. Par exemple, moi, quand je les voyais partir surfer dans l'eau, les petits comme les grands, au début, je les voyais parler. Et moi, je disais, putain, ils prient, mais ils sont tarés, quoi. C'est comme en France, quoi. Ils vont aller prier avant d'y aller. Je n'étais pas du tout chrétien ou quoi que ce soit, bien, même si ma famille l'était. Mais je n'avais pas de lien avec ça, donc je ne comprenais pas ce qu'ils faisaient. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, ils demandaient l'autorisation à l'esprit de l'océan. Donc déjà, c'est quoi l'esprit de l'océan, quoi ? C'est quoi un esprit, quoi? Donc, tu vois, toute cette compréhension, elle se fait par étapes, mais c'est en gros, quand tu comprends que ces mondes subtils et ces mondes de l'invisible agissent sur la matière, et que la matière n'est que la fin de ces mondes-là. Et que si nous, on est dans la matière, on doit comprendre ce qui est en amont, et donc ces mondes énergétiques, d'où on vient, et comment, via ces mondes énergétiques, on va informer la matière, et on va même la structurer, mais nos corps compris, puisque nos corps sont faits de matière. Donc c'était arrivé à apercevoir qu'en fait, il y avait une autre réalité que celle qu'on nous avait enseignée dans notre monde occidental, et que cette réalité demandait des ajustements au niveau de nos perceptions et de notre compréhension des choses, et que c'est des ajustements qui prennent beaucoup de temps. Et que ça demandait beaucoup de patience. Et moi, au début, mais j'étais à des années-lumière de ça. Je ne comprenais même pas ce qui se passait. J'étais juste ravi, content et super excité d'être là-bas, quoi. Mais au fil du temps, je voyais bien qu'il y avait quelque chose de plus profond qui se passait en moi, et que cette chose-là était importante. C'est assez édifiant, et ça me renvoie à l'épisode qu'on a fait récemment avec le docteur Popov sur les perturbateurs endocriniens, parce que c'est pour moi la matérialisation, l'exemple même de la façon dont on est interconnecté, et on pollue l'intérieur de nos corps à grands coups de microparticules de plastique en utilisant de la mauvaise manière ces fameuses énergies dont tu parles, la pétrochimie pour ne pas la nommer entre autres. Et pourtant, la relation de cause à effet est très difficile à mettre dans la tête de tout le monde. Les lobbies n'aidant pas, bien sûr, mais c'est vrai que ça tombe sous le sens quand on dit que l'alimentation, c'est le premier médicament, etc. Et pourtant, on fait du business as usual. Mais juste pour préciser une chose, c'est que ils allaient encore plus loin que ça. C'est-à-dire que pour eux, nos pensées, nos émotions étaient la première source d'énergie qui allait informer la matière. Et que même avant l'alimentaire, avant notre environnement, avant nos parents, il y a vraiment nos émotions et nos pensées. Et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'elles sont? Où est-ce qu'on les dirige? Et quelle qualité on leur donne? Et parce que c'est bien ça qui va créer notre environnement. Et quelque part, ça redonner une responsabilité à chacun de nous que la société nous enlève aujourd'hui. Enfin, depuis toujours, quoi.
Et c'est cette responsabilité que tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on vit en nous, c'est nous qui le générons. Pathologie et maladie incluses. Ce qui est hyper lourd pour le mécanisme de la médecine occidentale. Parce que ça vient perturber toute une compréhension où on est à des années-lumière de ça, quoi. Oui, très cartésienne et très binaire. Ça me fait penser à l'épigénétique, sur laquelle on devrait faire un épisode et qui commence effectivement à prendre quand même un peu plus de place dans le milieu scientifique dur, on va dire. Et il y a 14 sujets que j'ai envie d'ouvrir qui ne sont pas le propos d'aujourd'hui, mais notamment 2 documentaires que j'ai vus récemment. Un qui s'appelle The Work et l'autre qui s'appelle Make Me Amends, sur la mémoire transgénérationnelle de la violence et la façon dont on la perpétue, principalement via l'éducation traditionnelle des garçons, la masculinité toxique, etc. Et ce que ça génère à la fois de troubles psychologiques, psychiatriques, de comportements violents, de guerre, etc. Je vois tout à fait ce que tu dis. Je mettrai ça pour les curieuses et les curieux dans les notes de l'épisode. Mais l'épigénétique est exactement ça démontre exactement ça. C'est-à-dire que l'environnement ou ce qui se passe autour de nous va influencer même nos gènes, quoi. L'épigénétique, c'est un principe scientifique selon lequel effectivement les émotions, les pensées et les conditions psychologiques des personnes peuvent allumer ou éteindre des gènes pathologiques et donc changer le déterminisme qu'on avait pris pour acquis du caractère dominant ou récessif d'un gène quand on en est porteur. Voilà, sujet fascinant, mais on va revenir progressivement à notre chemin de fer. J'ai une question qui n'est pas simple, à laquelle je ne savais pas préparer. Qu'est-ce qui fait, selon toi, si on peut l'expliquer, que cet état d'esprit, il est quelque part géographiquement et psychologiquement insularisé? Il y a comme des plafonds de verre qui font qu'on arrive difficilement à diffuser davantage cette parole. Toi, t'en es le porteur et t'es venu en éclaireur, t'es revenu en Occident pour le porter. Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on ne lui donne pas plus d'ampleur? Moi, au contraire, je pense que c'est en train de prendre une place phénoménale aujourd'hui, que c'est underground, mais comme tout ce qui est underground, quand on le voit venir, c'est trop tard, c'est déjà gigantesque. Et qu'on voit bien que le niveau de conscience est en train d'augmenter à un niveau planétaire, à un rythme phénoménal, et qu'il y a des discussions qu'on n'aurait pas pu tenir il y a 10 ans, qu'on peut tenir avec n'importe qui dans la rue aujourd'hui. Et pour moi, c'est extraordinaire. Et c'est bien là que je vois que cette évolution de la conscience, elle est, on ne reviendra pas en arrière, quoi. Elle est exponentielle. Bon, je reste sur cette parole positive, ça me va très bien. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton approche du soin à Hawaï? Comment est-ce que tu es rentré en contact avec ces guérisseurs, c'est comme ça que tu les nommes, et guérisseuses, et puis comment tu t'es éduqué sur ces sujets? En fait, déjà, il y avait une conscience du corps qui avait rien à voir avec de là où je venais. Les gens faisaient du yoga, ils étaient végétariens, ils faisaient du sport toute la journée, ils faisaient attention à eux. La nourriture que je voyais, elle avait rien à voir avec ce que je connaissais. On mangeait des graines, des salades, des légumes, des fruits et tout. Et au début, je les prenais pour des fous, quoi. Mais et en fait, je suis tombé malade par une pathologie assez particulière lié à ces îles qu'on appelle la ciguatera. C'est un empoisonnement par les poissons. Enfin, le corail est empoisonné par les pesticides qui sont sur la terre. Ce corail malade va nourrir certains poissons qui vont porter la maladie en eux et qui vont la transmettre au fur du temps. Et si on mange ces poissons, on tombe malade. C'est un peu comme une espèce de dingue bizarre, quoi, où on se gratte de partout, on est souffreteux, on n'a plus de muscles, on a mal partout, et on a des sensations nerveuses très bizarres. Et donc, moi, j'ai appelé mon père, qui était relié avec les gens de la clinique du sport ici, parce qu'il les connaissait tous, et on m'a envoyé dans un endroit où ils traitaient les maladies tropicales. Et là, ils m'ont dit, ah ben non, c'est la ciguatera, ça fait plus de 24 heures, c'est nerveux, on peut rien faire. La médecine occidentale ne fait rien, tu l'as dans le système nerveux, tu l'auras toute ta vie. Voilà. Donc ça, c'était la médecine occidentale. Et quand
j'y ai parlé avec mes amis de l'époque de Hawaï. Ils m'ont dit, attends, on va chez le Kahuna, tu vas voir. On est allé chez le Kahuna. Le Kahuna, il m'a dit, attends, t'inquiète, je vais te donner des plantes et tout ça. Il est revenu, il m'a fait manger 3 cailloux et quelques herbes. Et en une semaine, j'étais guéri complètement. Et là, ça a été un premier choc où je me suis dit, attends, la médecine occidentale qui a fait 20 ans d'études, qui dit ça, qui est faux, puisque je l'ai vécu, et eux qui sont Kahuna, qui ont appris dans la forêt, en savent plus que mes pères. Mais ça, c'était un choc monumental pour moi. Ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est qu'un jour, quand j'étais super malade, il y a un Kahuna qui m'a dit, tu connais la vitamine C? J'ai dit, bien sûr, je connais la vitamine C, on en a en France. Il m'a dit, non, tu connais la vitamine C à 20 ou 30 ou 50 grammes par jour? J'ai dit, bah non. Il m'a dit, c'est comme ça que ça marche, il faut en prendre des grosses quantités, si tu as une infection, tu le fais en préventif et tout. Et il m'a donné 20 grammes de vitamine C par jour, donc acide ascorbique pur, à boire. Bien sûr, j'ai appelé mon père en direct, j'ai dit, putain, il y a un gars, il vient de me filer 20 grammes de vitamine C. Et mon père, il me dit, mais non, mais t'es fou, mais surtout pas, tu vas pas dormir, ceci, cela et tout. Et je l'ai pas écouté, ce qui était super rare, que j'écoute pas mon père. Et je ne l'ai pas écouté. Au bout de 2 jours, j'étais guéri. Et ça a été quand même le deuxième grand choc. Et là, par contre, j'ai vu que c'était un prix Nobel de la paix et de chimie qui s'appelait Linus Pauling, qui avait fait ses études. Et du coup, j'ai cherché. Et là, je me suis dit, mais attends, mais pourquoi la médecine occidentale, qui a accès à ces informations, n'est pas au courant? Et pourquoi on ne se sert pas de la vitamine C? Et là, ça m'a fait comprendre d'autres choses. Et ça a été le deuxième choc qui m'a fait dire, OK, moi, je lâche cette partie-là et je me tourne vers les soins beaucoup plus énergétique ou holistique ou vers une autre compréhension de la santé, quoi. D'accord. Et à partir de là, toi, tu t'es pas formé en tant que guérisseur en particulier? Alors, j'ai suivi beaucoup de leurs livres. Et à un moment, un peu vers la fin de ma carrière, je me suis dit, moi, j'aimerais bien retourner vers la santé, quoi. Oui. Et je me suis dit, de quelle manière je peux y aller? Et là, je suis tombé sur des formations que donnaient 2 thérapeutes français sur une forme de soins énergétiques qu'on appelle les soins esséniens, qui est une ancienne forme de thérapie. Et j'ai été formé pendant 3 ans à cette forme-là. D'accord. Et l'interaction avec la plante, à quel moment ça arrive finalement? Ça arrive que dans cette compréhension, alors bien sûr tout au fil du temps de Hawaï où j'étais surfeur professionnel, j'ai toujours entendu cette phrase « Hemp will save the world ». Mais je l'entendais de tout le monde, de tous les hippies, en fumant des joints, en n'en fumant pas et tout. Et je me disais, mais pourquoi ils disent ça, quoi? Pourquoi hemp will save the world? Et c'est quoi la différence entre hemp et cannabis, quoi? Et du coup, ça m'a fait rechercher. Et cette phrase-là, elle est restée gravée en moi quelque part. Donc ça, c'était la première interaction avec la plante. Parce que là-bas, leur usage est exclusivement... tu vois, dans la consommation de cannabis, ou bien ils en font d'autres usages comme... Non, c'était récréatif. Ouais, récréatif, d'accord. Non, c'était récréatif. Dans la culture hawaïenne, cette plante, elle n'existait pas, et c'était vraiment les hippies qui l'avaient amenée, même s'ils l'utilisaient, mais c'était un usage récréatif. Mais ça ne leur empêchait pas de savoir qu'il y avait bien plus derrière cette plante, et que cette plante pouvait sauver la planète, quoi. Mais ce qui veut dire que toi, donc, tu as découvert d'autres aspects de la plante après? Oui, après. Mais la deuxième introduction, enfin le lien entre la thérapie et la plante, c'est que dans cette formation de thérapeute, on nous a appris à méditer et à voyager dans différents mondes. Et du coup, le monde végétal est un monde vers lequel on nous a souvent dirigés. Et dans ce monde végétal, il y a des consciences auxquelles on peut se connecter pour avoir accès à certaines informations. Et moi, la première chose que j'ai faite quand je me suis lancé dans cette industrie, c'est de méditer vers cette plante, quoi, vers la conscience qu'il y a au-delà du chanvre et du cannabis, et de recevoir des informations en méditation ou hors méditation sur cette connexion, sur ce lien que je voulais créer entre ce qu'il y a derrière cette plante et ce qu'il y a derrière notre entreprise, quelque part. Et ça, tu parles de pratiques de méditation, par exemple, au quotidien, ou tu parles de retraite méditative? Non, pratique journalière, tous les matins. Ok. De 5 à 7. Ok, quelque chose que tu fais encore aujourd'hui? Oui, pas que pour la plante, qui est pour moi une hygiène de vie, comme le yoga ou comme la nourriture. C'est que la méditation, on devrait l'enseigner aux enfants dans toutes les écoles, quoi. Ouais. Comment dire, j'essaye de raccrocher les wagons donc sur
peut-être la fin de ta carrière professionnelle de surfeur, où tu te dis, ok, tu vois, j'ai fait mon temps. Et le déclic que tu as, et l'intérêt pour cette plante qui va t'amener donc à l'entreprise dont on va parler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées à ce moment-là. Il y a aussi ton retour dans le sud-ouest. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus? C'est... Après 20 ans passés à Hawaï, j'ai senti que c'était une fin de cycle et qu'il fallait que je bouge. Ma première femme de l'époque était hawaïenne, elle faisait des bijoux de mode. Donc moi, je l'accompagnais, on avait monté un atelier à Madagascar, enfin on avait fait plein de trucs, on voyageait un peu partout tout le temps. Et c'était une vie assez riche. Mais il y a un moment, j'ai senti le besoin qu'il fallait qu'on se pose quelque part. Et on a choisi la France et Hossegor, puisque c'est le seul endroit pour moi où il y avait des vagues et c'était indispensable pour moi d'être à côté des vagues. Ça a été une période compliquée parce que on a monté un business autour de son activité de bijoux. Ça marchait super bien. Puis il y a eu le 11 septembre, il y a eu une grosse partie qui était à New York, tout a explosé. Enfin, bon. Et donc on a été forcé de lâcher ce business. Et du coup, moi, ça a été une grande période de questionnement, de me dire qu'est-ce que je fais quoi, de ma vie. Moi, j'ai envie de soigner et j'ai envie de changer le monde. Comment est-ce que tout ça, je peux le mettre ensemble quoi? Et donc, je suis parti en Inde faire un voyage pour d'autres raisons, et avec ma seconde femme et mon premier fils. Et du coup, pendant un long trajet en taxi, tout s'est déroulé en moi, quelque part, naturellement, de me dire, mais voilà, moi je cherche à changer le monde, je veux travailler dans la santé, le chanvre. Le chanvre peut m'aider à changer le monde, puisque de partout on m'a dit que c'était la plante qui allait sauver le monde. Et puis j'avais découvert depuis que cette plante aussi pouvait améliorer la santé. Pas au niveau où je l'ai découvert aujourd'hui, mais je commençais à comprendre qu'il y avait un lien entre cette plante et la santé de l'humanité, et qu'en plus on pouvait changer le monde. Donc j'ai mis tout ensemble, et là s'est déroulé un petit peu le scénario de l'entreprise, quoi. Tu te rappelles spécifiquement du trajet? T'allais de où à où en taxi? Parce que c'est quand même pas rien d'avoir des épiphanies en Inde. Je sais pas si t'étais parti pour une retraite méditative ou autre, mais il y a quelques-unes de mes figures existentielles, comme Liz Gilbert, voilà, dont ça a été aussi le chemin. Moi, la seule expérience que j'ai, c'est 24 heures à Calcutta, 24 heures à Delhi. C'était l'enfer de pollution, de surpopulation, dont je me suis pas dit, tiens, c'est l'endroit où j'ai envie de venir avoir... voilà, des grands moments de révélation, mais... Non, et j'y allais pas du tout pour ça, et je les attendais pas, parce que j'ai beaucoup étudié les grands maîtres de l'Inde, j'ai pratiqué avec une prof qui avait vécu en Inde, plus le yoga, enfin il y a beaucoup de choses qui sont dans ma vie qui viennent de cette partie-là du monde, mais j'y allais pas du tout pour ça. On y allait pour passer une semaine sur une plage. Ça s'est avéré être une catastrophe monumentale, comme tu dis, remplie de pollution, et qui avait rien à voir avec l'Inde que moi j'envisageais. Et à un moment, on en a eu tellement marre qu'on s'est dit, bon, on part dans le nord. On était dans le sud, et c'est sur ce trajet nord-sud en taxi qui nous a pris longtemps que tout ça s'est déroulé. Mais c'était pas du tout programmé, quoi. Il y a une jolie symbolique quand même de ras-le-bol d'un monde et d'aller vers un autre. Exactement. Très bien. Donc à partir de là, l'idée est belle. La mise en œuvre, comment ça se passe à ton retour? Très naïvement. Je me suis dit, bon, on va cultiver du chanvre, on va acheter des outils, on va le transformer. Vu que je ne sais pas le cultiver, je vais me former. Donc j'ai fait 1 an d'école agricole pour passer ce qu'on appelle un BPREA. C'est ce qui me permettait d'ouvrir une exploitation agricole et de comprendre un petit peu ce milieu dans lequel je voulais mettre les pieds. J'ai pas appris grand-chose pendant ces 1 an d'école, mais j'ai découvert un milieu. Et surtout, j'ai eu du temps libre, ce qui m'a permis de me former et d'apprendre sur le chanvre et le cannabis, tout ce que je pouvais apprendre. Et du coup, à partir de là, j'avais un peu plus de légitimité pour aller vers le monde agricole et leur dire, j'ai une nouvelle plante, est-ce que ça vous intéresse de la cultiver? Si vous voulez, je vous l'amène et puis je viens récupérer les matières. Donc c'est un petit peu comme ça. À l'époque, parce que tu voulais cultiver la plante, mais tu n'avais pas encore, si je comprends bien, d'usage défini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites plein de choses, on va en parler dans le détail, mais tu t'es dit, je veux cultiver la plante à une certaine échelle et la proposer sur le marché de X, ou bien je veux cultiver la plante parce qu'elle capte du carbone et la culture en soi est vertueuse. C'était quoi ou bien free flow, on verra. Alors moi, c'est souvent à l'intuition, c'est pas...
il y a beaucoup de free flow et on verra. Je fonctionne assez comme ça. Mais bon, il fallait que je structure. Donc, pour passer mon BPREA, il fallait que je fasse un projet. Il fallait qu'il soit structuré. Donc, j'ai construit le projet lors de mon BPREA. Et je l'avais construit à une toute petite échelle. C'était d'avoir 50 hectares, une petite presse à huile, de quoi travailler la fibre. Et puis, naïvement, je ne savais pas toutes les étapes qu'il fallait pour le textile. Mais au début, j'ai été attiré par le chanvre vraiment pour la partie textile. D'accord. En rentrant dans cet univers-là, je me suis rendu compte que ça allait prendre des années pour le textile. Mais par contre, il y avait cette graine extraordinaire dont personne ne parlait, qui était en bio et qui pouvait être un aliment de végétarien. Et moi, j'étais végétarien déjà depuis une quinzaine d'années. Donc, du coup, ça tombait très bien et ça nous a permis de trouver un axe de départ pour la société. Parce que, si je ne dis pas de bêtises, contrairement au lin, pour laquelle c'est deux plantes différentes pour la graine et pour la fibre, en tout cas dans l'usage qu'on en fait à grande échelle, pour le chanvre, c'est la même plante, c'est-à-dire que tu obtiens une graine et des fibres potentiellement textiles avec une seule production. Oui. C'est ça. Après, c'est un petit peu plus complexe que ça. Si on veut aller vers des fibres haut de gamme pour le textile, on est obligé de couper la plante avant la maturité, donc on perd la graine, mais ça reste la même plante. Et qu'on fasse des fleurs, qu'on fasse de la fibre ou qu'on fasse de la graine, c'est la même plante. Elle est mise en culture différemment, elle a des itinéraires techniques différents, mais ça reste la même plante. Et alors, à l'époque, donc tu décides d'emblée de faire des parcelles en bio. Des parcelles en bio. Ouais. Et comment est-ce que c'est toi qui finances le projet, tu vois, comment tu structures? Alors, quand j'ai monté le projet auprès pour mon BPREA dans l'école agricole, mon sponsor d'origine, qui est Rip Curl, dont un des propriétaires est devenu un ami de très longue date, avec qui j'ai fait beaucoup de voyages, avec qui m'a suivi durant toute ma carrière, qui m'a accompagné, avec qui on a eu des expériences assez extraordinaires et tout. Et donc, je suis allé le voir pour lui montrer, parce qu'il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Bah voilà, j'ai un projet, tiens, je te montre. » Et là, il a lu tout le projet, il me dit « Bon, si les banques te suivent pas, je te suis. » Mais on savait très bien que les banques n'allaient pas suivre un surfeur qui allait planter du cannabis. Donc du coup, je me suis dit « Bon, ok, bah vas-y, finance. » Et du coup, ça a été le début de l'entreprise, mais on a financé à une échelle de 50 hectares. Ouais. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tous les années, on allait doubler jusqu'à 500 hectares et que en fait, l'envergure du projet, elle était à des années-lumière de ce que lui envisageait. Mais il est toujours là. Mais de ce que toi aussi t'envisageais, d'après ce que je comprends. C'était il y a combien d'années, ça ? Ça, c'était en 2015, avant qu'on démarre. Mais moi, dès le début, je savais que je voulais traiter toutes les parties de la plante. D'accord. Je savais que je voulais faire du textile, je savais que je voulais faire de la construction, que je voulais faire du cannabis thérapeutique. Et je savais aussi, même si je ne connaissais pas toutes les vertus de la graine, je savais aussi qu'on voulait faire de la graine. Donc on voulait vraiment traiter dans sa globalité. On n'avait pas du tout la conscience de ce que ça nécessitait en outils industriels et en savoir-faire, mais c'était la volonté. Donc au fur et à mesure, tu as étoffé donc tes parcelles. Aujourd'hui, tu en as 500, c'est ça, 500 hectares ? Oui, on a 500 hectares pour la graine. Ouais. Et on développe 1000 hectares pour le textile pour dans 2 ans. Autre, donc. Autre, ouais, puisque pas la même destination. D'accord. Et donc, au fur et à mesure, tu t'équipes à la fois, j'imagine, en force humaine et en mécanique. Ouais, alors au début, j'étais tout seul, donc j'ai acheté... alors, il y avait personne qui transformait vraiment la graine en France. Il y avait qu'une personne, mais elle ne voulait pas donner les informations. Donc, il a fallu que je recherche par moi-même. Et en gros, la graine de chanvre, elle est délicieuse telle qu'elle, mais elle laisse des petits morceaux de coquille dans la bouche qui sont hyper gênants. Donc, c'est très difficile à consommer en entier, bien que ça soit faisable et que c'est excellent de le faire. Donc, on dépellicule la graine, on enlève la coquille et on garde l'amande. À l'intérieur, il y a une amande toute blanche qui est remplie de lipides et de protéines et qui est délicieuse de goût. Et donc, il nous fallait une machine pour dépelliculer cette graine. Et il n'en existait pas en France. Et en même temps, il fallait une machine pour presser la graine, pour faire de l'huile et récupérer les tourteaux qui permettent d'avoir les farines et les protéines. Donc du coup, j'ai cherché des machines. J'ai trouvé une presse à huile en France et la machine, je l'ai trouvée en Chine pour dépelliculer parce qu'ils le faisaient déjà pour du chanvre. C'est les seuls qui l'avaient. Et on a été les premiers à importer cette machine de Chine en France. Mais moi, j'ai acheté la machine, je ne l'avais jamais vue. Tout le monde m'a dit, mais t'es complètement fou. T'achètes en Chine, tu sais même pas et tout.
Et effectivement, le container est arrivé devant l'usine. Et moi, j'ai ouvert le container, j'étais en short et en slaps, comme j'avais l'habitude de travailler. Et là, je me suis rendu compte de la grandeur de la naïveté. Et de la tâche en plus, parce qu'il fallait vider un container, construire une machine et puis la mettre en route. Et là, donc j'ai fait appel à tous mes potes et voilà, quoi. Mais tu sais ce qu'on dit dans l'entrepreneuriat et autres, hein, mais ignorer les obstacles, c'est le meilleur moyen de les éviter, en fait, parce que tu prends ça comme un challenge. Et donc, ce qui est très intéressant, et peut-être que tu n'avais pas anticipé, d'après ce que je comprends, c'est qu'effectivement, la chaîne de valeur, tu la maîtrises. Alors, peut-être pas pour tous les cas d'usage du chanvre, peut-être pas pour le BTP, tu vas nous en parler, mais en tout cas, c'est vrai que la filière entière est à... Si ce n'est construire, étoffer en France à grande échelle, j'imagine que pour les textiles, c'est pareil. Moi, les quelques échos que j'ai eus sont ceux, par exemple, de l'atelier Tuffry qui fait un peu de Nîmes de chanvre et qui témoigne de simplement l'érosion des outils qui n'a rien à voir avec, par exemple, du lin ou du coton. Enfin, c'est une autre manière de travailler. Tout est apprentissage permanent. Toi, tu as fait ce choix de maîtriser donc tes chaînes de transformation sur tous les segments ? En fait, on a fait le choix de l'autonomie beaucoup plus qu'un choix réfléchi. C'est-à-dire que nous, dans l'océan, quand on surfe les grosses vagues, on peut compter que sur nous, quoi. L'autonomie, pour nous, elle est vitale. Et pour moi, ça faisait du sens, si j'allais monter une entreprise, qu'on soit complètement autonome, qu'on dépende de personne. Bon, on a des partenaires, les agriculteurs, mais on cultivait à l'époque, on cultivait nous-mêmes des parcelles aussi pour voir un peu la complexité, mais qu'ensuite on soit maître de toutes les étapes de transformation jusqu'au produit final qu'on irait proposer aux clients. Quand on a monté l'entreprise, la raison d'être, elle s'est imposée à nous naturellement. Et on s'est rendu compte bien après qu'en fait, c'était ce que recherchaient beaucoup d'entreprises. C'était d'avoir une vraie raison d'être. Oui. Et nous, quelque part, on avait le but, la mission, on avait tout, quoi. On savait qu'on voulait changer le monde. Et on savait que pour changer le monde, on voulait le faire avec cette raison d'être, c'était de nourrir la santé de tous, planète comprise, par le chanvre et le cannabis. Donc, quelque part, avec cette ligne directive, on savait exactement, mais on était vraiment cadré, où est-ce qu'on pouvait aller et où est-ce qu'on ne pouvait pas aller. Donc, dans cette besoin d'autonomie, on avait quand même un parcours qui était vraiment guidé, même s'il est large et qu'il va dans toutes les directions, parce qu'on touche à plein d'industries, mais on avait quand même cette raison d'être qui était précieuse et qui est la base de toute notre entreprise, quoi. Qui est le fameux trouver ton why et ça dictera ton how. Exactement. Ça, on me l'a appris après. Oui, bah, finalement, tu es un entrepreneur empirique, mais il y a quand même énormément d'enseignements. J'ai l'impression que tu as tiré du surf, tu l'as dit, de ton... Ouais, du bon sens, en fait, de la nature, de cette culture hawaïenne que j'ai vue, des voyages, de ce qui fait du sens et qui est logique et qui nourrit la santé, quoi. Est-ce que tu peux nous parler des différentes applications aujourd'hui, peut-être de ton équipe déjà, combien vous êtes, tu vois ce que représente l'entreprise, et puis après des différents segments. Moi, j'ai en tête donc l'alimentaire, la santé, le textile et le BTP. Oui. Bah, c'est ce qu'on dit toujours, ça, c'est les 4 besoins vitaux de l'humanité, se nourrir, se loger, se soigner, s'habiller. Donc cette plante peut fournir des matières premières pour ça, des matières premières extrêmement haut de gamme. C'est pas des matières premières bas de gamme ni moyen de gamme, c'est du super haut de gamme. Et c'était vraiment ça qui nous intéressait, c'est que chacune des parties de la plante qui va fournir ces matières, par exemple la graine, elle va amener des protéines et des acides gras essentiels. C'est pas juste des protéines, c'est les protéines végétales et même animales qui soient le plus digestes et adaptées au corps humain, parce qu'il y a les 9 acides aminés à l'intérieur et qu'en plus crue, elle est extrêmement bonne de goût. Ça c'est jamais vu, quoi. Même la spiruline, qui est une excellente protéine, c'est pas bon de goût. On parle même pas du soja ou du blé, quoi. Et donc, rien que pour la protéine, déjà, c'était du haut de gamme. Ensuite, il y a ces acides gras. Dans la graine, il y a des fibres, il y a plein de choses. Donc, nutritionnellement, cette graine, c'est une bombe nutritionnelle. La tige, à l'extérieur de la tige, il y a une fibre. Cette fibre, on peut en faire mais tout un tas de choses. Mais surtout, du textile très haut de gamme. Parce que très solide, parce que thermorégulateur, antifongique, antibactérien, protecteur des UV, il n'y a aucune autre fibre naturelle ou chimique sur la planète qui a ces propriétés. Donc on a là la fibre la plus
extraordinaire qu'on puisse avoir. Et en plus, c'est une des plus résistantes. Donc, c'est une des fibres qui va durer le plus longtemps. Donc déjà, en soi, c'est dingue. Mais cette fibre, elle a d'autres particularités qui peuvent l'amener dans d'autres industries. Par exemple, la structure géométrique de la fibre elle-même est la même que celle du graphène, et celle du graphène est la même que celle du cosmos. Et c'est pour ça qu'on utilise le graphène, parce que dans le cosmos, toute l'information circule via cette géométrie. Et cette géométrie-là précise permet une circulation de l'information la plus rapide qui soit. Pareil pour l'électricité ou pour les données. C'est pour ça qu'on met du graphène dans tous nos outils électroniques. Ben, la fibre de chanvre a cette même propriété et elle est conductrice. Donc on peut remplacer le graphène. Et le graphène, aujourd'hui, on en met partout, ça coûte une fortune et écologiquement, c'est pas très bon pour la planète. Donc là aussi, il y a encore des pistes à explorer. Ça peut remplacer aussi la partie du lithium dans les batteries parce que justement, vu que il y a cette structure géométrique, ça permet, je ne saurais pas l'expliquer comment, de pouvoir stocker l'électricité plus longtemps, contrairement au lithium, enfin en plus que le lithium. Donc on est en train de découvrir des applications complètement folles qu'on n'a même pas envisagées là-dessus, rien que sur cette fibre. Et ensuite, dans l'intérieur de la tige, il y a un bois blanc qu'on appelle la chêne-vote, c'est de la cellulose, et ce bois, il a des propriétés incroyable. Quand on le mélange avec soit de la terre crue, soit de la chaux, et de l'eau, un liant, donc on en fait de la pierre. Et c'est une pierre qui est isolante et qui a des propriétés aussi extraordinaires que la fibre, c'est-à-dire thermorégulatrice et tout. Et donc, dans ce besoin d'amener des nouvelles matières premières pour combler nos besoins vitaux, les matériaux de construction, on peut remplacer tous nos bétons chimiques et tous nos placots et nos isolants en laine de verre par du béton de chanvre. Et ça, c'est magique. Et nous, on l'a testé. On a une usine construite en béton de chanvre. On voit bien la qualité vibratoire que génère ce type de matériaux. Et ensuite, il y a la fleur dans laquelle il y a des principes actifs. Et dans ces principes actifs, il y en a certains qui sont uniques, on appelle les cannabinoïdes, et on découvre depuis une vingtaine d'années les propriétés médicinales, thérapeutiques des cannabinoïdes. Et ce qui est complètement unique, c'est qu'en nous, dans le corps humain, on a un système entier qui est fait pour recevoir ces cannabinoïdes. Quel autre végétal peut se vanter que l'humain et tous les mammifères de la planète étant, eux, un système fait pour recevoir ces molécules. Et donc, il y a un professeur israélien qui a découvert qu'on avait un système endocannabinoïde avec des récepteurs qui sont faits pour recevoir des cannabinoïdes. Et tu sais dans quelle cellule, pardon, Dans tout le corps humain. D'accord. Mais en entier. Alors nous, au début, on pensait que c'était un peu comme le système lymphatique ou autre chose, mais en fait, il y a des ramifications partout dans la peau, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que les cannabinoïdes peuvent être transmis à ce système par la peau. Et en fait, c'est jamais le cannabinoïde qui soigne directement un déséquilibre ou une pathologie. Les cannabinoïdes vont nourrir ce système endocannabinoïde qui, lui, va réguler tout un tas de choses dans le corps humain. Alors, je n'ai pas étudié suffisamment cette partie-là pour pouvoir en parler précisément, il y en a d'autres qui pourront le faire, mais en tout cas, ça montre comment le lien entre cette plante et l'humain est extrêmement important. Et il est tellement important que dans l'histoire de l'humanité, le chanvre et le cannabis ont toujours été présents. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'enseigne pas ça? Pourquoi dans les écoles, on ne dit pas que le chanvre a été le premier moteur de l'humanité? Il y a beaucoup de gens qui disent « Quoi, premier moteur ?» Ben oui, toutes les voiles de tous les bateaux qui ont découvert toutes les terres sur la planète étaient des voiles en chanvre. Et c'était pas du lin, c'était pas du coton, c'était pas du synthétique, il n'y en avait pas, c'était 100% de chanvre. Donc Christophe Colomb, Vasco da Gama, Magellan, tous leurs bateaux, il y avait 200 tonnes de chanvre entre les cordages et les voiles sur leurs bateaux. Incroyable. Pourquoi personne ne sait ça? Pourquoi la canebière, qui était à Marseille la voie du cannabis qui amenait au port de Marseille les voiles et les cordages, très peu de Marseillais savent que la canebière vient du cannabis et justement d'avant du fait où on cultivait du chanvre qui était du cannabis, parce qu'avant 1937, c'était la même plante, quoi. Très curieuse de lire l'étude que tu as mentionnée et très contente d'avoir enrichi ma culture G avec cette anecdote. Tu m'as parlé aussi qui m'a beaucoup étonnée, de tofu de chanvre dans les potentiels exploitables pour l'alimentation. Comment ça se fabrique, ça?
En fait, nous, on est végétarien depuis longtemps, donc on mange beaucoup de tofu, beaucoup de soja, et on en a marre, quoi. Et un jour, j'ai un copain américain qui m'a dit « Mais attends, tu sais pas faire du tofu avec du chanvre ?» J'ai dit « Attends, quoi ? On peut faire ça ?» Ça m'a fait un peu le même effet en t'entendant. Et il m'a dit « Tiens, viens, je vais te montrer, quoi. » Et donc, il a pris des graines de chanvre, des graines décortiquées. Ces graines-là, il les a mixées avec de l'eau. Il a fait un lait. Le lait de chanvre, c'est extraordinaire, mais on ne peut pas le conserver longtemps, c'est pour ça qu'on n'en trouve pas beaucoup. Et ce lait a une propriété, c'est qu'une des protéines à l'intérieur, c'est la globuline, et la globuline, elle coagule à 70 degrés, comme dans l'œuf, ou l'albumine, ou c'est les deux pareils, enfin, je me mélange un peu toujours là-dedans. Mais en tout cas, il y a une des protéines, si on la chauffe à 70 degrés, elle coagule. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire du tofu avec du soja, on rajoute un coagulant, qui est du nigari ou du sel, pour que ça coagule, parce que sinon ça coagulera jamais. Et nous, on pouvait faire la même chose sans aucun coagulant. Donc c'était, quelque part, on s'est dit, mais pourquoi on est allé prendre du soja pour faire du pâté végétal, alors que c'est beaucoup plus facile de le faire avec du chanvre. Donc, quelque part, on s'est dit, bon, faisons-le, quoi. Donc, il a fallu retrouver les machines, monter les machines, faire les recherches, développer les recettes et tout. Et on l'a fait, et c'est un produit extraordinaire. Et vous en proposez aujourd'hui ? Oui. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu justement des capacités de production que vous avez sur chacune des verticales que tu as mentionnées ? Alors, quand on a monté le projet avec François, le propriétaire de Rip Curl, enfin l'ancien, parce qu'ils ont vendu depuis, on l'avait monté à tiroir. On s'est dit, on ne peut pas tout monter d'un coup. Donc déjà, il faut on travaille avec la partie agricole. Il ne faut pas qu'on ait des nouveaux outils agricoles, donc il faudrait qu'on puisse récolter sans avoir à leur demander d'investir dans des outils. Sinon, ça va être trop compliqué. Donc, c'était possible de faire ça avec la graine, pour la ramasse de la graine. Donc, on s'est dit, on va commencer le business model sur la transformation de la graine et la commercialisation de la graine. Et quand ça sera rentable, que ça sera stable, on passe à la deuxième étape qui est d'accéder à la fibre et à la chaîne vote. Donc, pendant 5 ans, on a travaillé avec la graine. On l'a transformée avec tous les différents outils qu'on a mis dans notre usine, qu'on a accumulés au fur et à mesure du temps et qu'on a transformé parce qu'il a fallu les adapter au champ, parce qu'ils n'étaient pas forcément faits pour le chanvre. Et on a commercialisé dans tous les réseaux bio, sous nos propres marques, mais on vendait aussi à l'industrie agroalimentaire, soit des protéines, soit des huiles, au monde de la cosmétique aussi. Et donc, grâce à Biocoop, qui a été notre premier client bio à référencer le chanvre dans des magasins spécialisés, on a pu vite monter en volume et devenir rentable. Et du coup, il y a 2 ans, on est passé dans la deuxième phase du projet, qui est le projet d'avoir construit notre première usine et ensuite de construire les 2 autres usines pour avoir accès à la fibre et faire des matériaux de construction, en plus du textile. J'ai l'impression, en t'écoutant, que c'était un parcours un peu, si ce n'est du combattant, un peu isolé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la filière en France aujourd'hui, comment elle est organisée, représentée, et si tu as quelques datas aussi sur la culture du chanvre en général dans le monde ? Oui. En fait, en 1937, quand le chanvre a été interdit par les grands lobbies américains, il y a 3 pays qui ont refusé cette interdiction. Ça a été la Chine, la France et le Canada. Donc, quand en 1937, la planète entière s'est arrêtée de produire du chanvre, ce qui était quand même fou, ces 3 pays ont continué à en produire. Et il faut savoir qu'avant 1937, on avait 300 000 hectares de chanvre en France. Aujourd'hui, on en a 20 000. Donc, on est très loin d'avoir même récupéré ce qu'on avait. Et en fait, la filière a été fondée par des chanvrières historiques, dont la chanvrière de l'Aube, qui est la première grosse chanvrière et qui est celle qui a dégrossi un peu tous les sujets des matériaux de construction et de fibres techniques. Donc eux, ils ont mis en culture, en conventionnel, sous forme de coopérative, pas mal de chanvre qu'ils ont transformé avec des outils qu'ils ont investis pour amener vers des matériaux de construction et essentiellement de la fibre pour la papeterie, pour faire du papier à rouler. Et maintenant, sur des fibres techniques pour faire des simili-plastiques pour l'industrie automobile. D'un autre côté, en parallèle, la Chine, elle, a continué à produire et de la graine et de la fibre et pas trop de matériaux de construction.
Et le Canada, lui, s'est mis à produire de la graine, essentiellement. Donc, quelque part, on avait une répartition mondiale où était la Chine produit de la graine un peu pour la planète et de la fibre textile pour toute la planète. La France produit des matériaux de construction, essentiellement pour l'Europe, et le Canada produit de la graine pour les États-Unis. Et on avait cette répartition-là, jusqu'à ce que le cannabis thérapeutique fasse monter la notoriété de la plante d'un cran. Et ça date d'il y a 10 ans, quand le Colorado a commencé à valider la culture du cannabis à des fins thérapeutiques, et que le monde entier a commencé à découvrir que cette plante était tout, sauf une drogue. et que toutes les limites qu'on avait mis, et le fait de l'avoir classée dans les stupéfiants, en fait, empêchait l'accès à la totalité de la planète, d'avoir accès à ces molécules thérapeutiques, qui, aujourd'hui, soignent des pathologies que la médecine occidentale ne sait pas soigner. Et essentiellement chez les enfants. C'est pour ça que pour nous, c'est un crime contre l'humanité que d'interdire cette plante sous toutes ses formes pour les humains, quoi. Et aujourd'hui, aux US, l'exploitation en dehors du domaine de la santé est autorisée ou toujours pas ? Oui, alors ça a mis du temps parce qu'ils ont eu accès au cannabis thérapeutique avant que le chanvre soit relégalisé. D'accord. Ce qui est quand même fou, mais bon, aux États-Unis, tu peux rouler en moto avec des lunettes et sans casque. Donc ça montre bien qu'il y a tout est possible. Donc on avait le droit de cultiver du cannabis thérapeutique, mais on ne pouvait pas cultiver du chanvre. Alors il faudrait me l'expliquer celle-là, mais bon. Et du coup, ça leur a pris du temps, mais aujourd'hui, ils sont en train de légaliser. Tous les États se mettent à cultiver du chanvre. Mais après le cannabis thérapeutique est arrivé l'ère du CBD, où tout le monde s'est mis à vouloir du CBD parce que tout le monde s'est dit c'est une forme détournée de produire du cannabis et de gagner beaucoup d'argent avec cette plante. Et ça a attiré beaucoup de personnes pour des raisons qui n'étaient pas forcément bonnes. Et du coup, ça a saturé le marché. Et les États-Unis ont perdu quasiment 10 ans que l'Europe n'a pas perdu, puisque l'Europe a continué à développer et le textile et les matériaux de construction et la graine. Et aujourd'hui, l'Europe, et notamment la France, est vraiment en avance sur tous ces domaines. Et c'est une avance qu'on aimerait bien garder et conforter, justement, sur chacune de ces matières. Est-ce que c'est plus compliqué à cultiver qu'une autre plante ? La question est orientée, par exemple, pour, je sais pas, un agriculteur qui nous écoute et qui voudrait implémenter une culture de chanvre en rotation avec d'autres choses. Tu vois, est-ce que ça coûte plus cher ? Est-ce qu'il y a des contraintes qui expliquent peut-être que c'est pas encore très cultivé ou pas plus mis en avant ? Ou c'est simplement par manque de connaissances ? Non, je pense que c'est un manque de connaissances et c'est le système en place qui ne propose absolument pas ça. Donc, ils ne sont pas du tout motivés pour sortir du blé, du maïs, du soja et du tournesol, qui est tout ce que la PAC a mis en place et qui nous perturbe énormément et qui surtout perturbe l'état de nos sols. Oui. Et c'est là le sujet, je dirais, le plus important. C'est que cette plante, pour avoir des bons rendements et pour s'exprimer pleinement, a besoin de sols équilibrés. Or, la planète, depuis 80 ans d'agriculture déraisonnée, a déséquilibré tous les sols, même nos sols qui sont en bio. Donc du coup, nous, quand on est arrivé dans ce paysage, on s'est dit, bon, le chanvre, ça pousse facilement, c'est une mauvaise herbe, on le met n'importe où, ça va pousser. Et il y avait des parcelles sur lesquelles ça se passait très bien, et il y en avait d'autres qui étaient juste à côté, où il n'y a rien qui poussait. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une plante technique parce qu'elle a besoin de sols très riches et très équilibrés. Donc, du coup, elle nous mettait en pleine figure l'état de nos sols. Et pour nous, c'est hyper précieux. Et ça montre, encore une fois, le sujet de cette plante. C'est-à-dire que cette plante, dans son essence, elle est disruptive. Et cette plante, elle vient perturber le système. Et ce n'est pas pour rien que c'est le système lui-même qui l'a interdit en 1937. C'est qu'elle vient perturber toute la mainmise des contrôleurs du système. Et sur le sol, elle vient encore une fois nous dire « Mais attendez, moi je ne vais pas pousser dans vos sols parce que vos sols ils sont abîmés et avant même que de me mettre en culture, il faut que vous preniez soin de vos sols. » Et aujourd'hui, le monde agricole général, mondial,
ne prend pas soin des sols. Alors oui, le monde de la bio va vers là, mais il n'est pas vraiment aidé, il n'est pas du tout subventionné pour ça. Il n'y a pas d'aide, alors qu'au niveau scientifique et recherche, c'est extraordinaire ce qui est fait au niveau de l'agriculture et agronomique sur la compréhension de la santé d'un sol et comment est-ce qu'on maintient un sol en vie. Mais si on veut maintenir un sol en vie, il faut qu'on sorte de notre modèle agricole. Et cette plante nous aide à en sortir parce qu'elle vient proposer une alternative, et une alternative qui ne fait pas que de structurer les sols, de ne pas avoir besoin d'eau et tout. C'est une alternative qui vient nous obliger à regarder et à observer et à regarder ce qui ne marche pas. Parce que cette alternative, elle va proposer des solutions partout, et même pour les sols. Parce que pour construire un sol, pour mettre de la santé dans un sol, il faut du carbone et des bactéries. Donc il faut des animaux et du végétal. Aujourd'hui, on a enlevé tous les animaux des fermes, donc il n'y a plus cette matière organique qui permettait de nourrir les sols. Et le végétal, on le met dans les méthaniseurs pour faire du gaz. Autant dire qu'on prend les deux nourritures des sols pour en faire des mauvaises valorisations, parce que même le gaz, ils en reviennent, c'est une hérésie que d'aller prendre ça. Donc cette plante, sa fibre, c'est un des meilleurs carbones qu'on puisse utiliser avec des bactéries pour faire du compost. Et le compost, c'est la nourriture d'un sol. C'est ce que crée la forêt. Donc là encore, la plante nous force à réfléchir à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut mettre en œuvre et tout. Et ce lien et cette dimension de cette plante, c'est ce que nous, on essaye de mettre en avant partout. C'est-à-dire, attention, on n'est pas juste là à faire de la protéine ou à faire du textile ou à faire des matériaux de construction. On ramène en place quelque chose qui est fait pour réparer la planète, mais nous réparer aussi, nous, les humains, et qui a une dimension et une profondeur qui est incommensurable. Et que son côté psychoactif, par le THC, sa molécule psychoactive, fait partie de ça. Et qu'au niveau thérapeutique, ce côté psychoactif a un rôle hyper puissant et hyper intéressant. Et du coup, ça ouvre des portes gigantesques dans tous ces domaines-là. Et ça fait que cette plante devrait être vue par l'humanité comme une merveille à protéger et à enseigner pour qu'on sache comment la mettre en culture, qu'est-ce qu'elle nous enseigne et comment l'utiliser sous toutes ses formes. En fait, c'est intéressant parce qu'à t'écouter, on comprend que c'est une plante qui illustre le besoin d'homéostasie, c'est-à-dire le respect de l'équilibre entre toutes les parties, de surtout pas aller dans la monoculture, de pas, pour X raisons, mais généralement de profit, de s'engouffrer dans une verticale qui va être plus rémunératrice à court terme, et que cette difficulté de mettre en place et de maintenir la diversité, elle est essentielle pour la pérennité de tout, en fait, des sols, de nous, des écosystèmes. Indispensable. Et toute personne qui interagit avec la nature peut le voir de partout. Partout où il y a diversité, il y a richesse, il y a équilibre. Et partout où on a enlevé la diversité, il y a pauvreté et déséquilibre. Donc, quelque part, on a face à nous des réponses à nos questions. On a besoin de créer de la diversité, et de la diversité partout. La monoculture, nos modèles de culture actuelle du monde agricole, ils génèrent souffrance et pauvreté et déséquilibre. De culture, de consommation, enfin le mono quelque chose. Ouais. On même chez les agriculteurs. Hein. Beaucoup de domaines. Même chez les agriculteurs, c'est ça c'est cette interconnexion dont tu parles. C'est que si la terre va mal, l'agriculteur qui est sur cette terre, il ira mal lui aussi. Oui. Si l'agriculteur va mal, la terre ira mal aussi. Et nous, on amène beaucoup cette dimension spirituelle et énergétique dans tout ce qu'on fait. Et on l'amène aux agriculteurs. C'est-à-dire qu'on amène des géobiologues qui vont leur expliquer quels sont les réseaux d'énergie qui circulent dans les sols, comment est-ce qu'on peut y parer, comment est-ce qu'on peut s'en servir pour équilibrer, et comment tout ça génère du bien-être. Et du coup, on leur amène cette compréhension qu'il y a des moyens d'équilibrer un sol, et que par exemple, leur état émotionnel, quand ils vont marcher sur leur parcelle pour voir l'état du sol, est beaucoup plus importante pour la santé de la vie microbienne que tous les produits qu'ils y mettront. Mais ça, des fois, ça a un peu de mal à passer. Mais pourtant, on en est là. C'est-à-dire que
le champ d'information que va générer l'agriculteur ou toute personne, nous tous, on est sans arrêt en train d'échanger des informations, ce champ d'information, c'est la première information que va recevoir la vie microbienne dans le sol. Et que si l'agriculteur il n'est pas en bonne santé et qu'il n'a pas une forme d'amour pour son sol ou pour sa vie microbienne, la vie microbienne elle va pas se comporter de la meilleure manière qui soit et elle ne sera pas la plus harmonieuse. Donc c'est encore de prendre conscience de cette interconnexion de nous tous avec tout, quoi. Je conseille aux personnes qui nous écoutent une super chaîne de podcast, je crois qu'il y a 6 ou 7 épisodes, qui s'appelle Le Sous-sol, qui a été faite par Léo Daguet, qui est un centralien, ou je crois qu'il est centralien, et qui raconte justement de façon très poétique et à la fois très scientifique l'interconnexion entre le vivant du sous-sol, donc tout type de microbiote, bactéries, champignons, exactement, et la vie, le vivant sur la surface de la Terre. C'est à la fois un moment, on va dire, presque littéraire et en même temps extrêmement scientifique, extrêmement sourcé. Et ça me fait penser à une anecdote. Il y a 3 ans, on est allé visiter des champs de lin bio en conversion dans le nord de la France. Et à l'époque, donc c'était juste avant le teillage, donc la plante était assez haute. Et se dessinait dans le champ une ligne en creux, 2 lignes en creux parallèles précisément, sur le terrain sur lequel on voyait la plante à perte de vue. Et en fait, l'agricultrice nous expliquait que il y a, je crois que c'était 2 ou 3 ans avant ça, un tracteur qui n'était pas un tracteur habilité à passer sur ce terrain parce qu'il était trop lourd, était passé à cet endroit et qui avait une telle mémoire du sol que 3 ans plus tard, la hauteur de la plante n'était pas la même sur le passage de ce tracteur. C'est complètement hallucinant, mais c'est dire à quel point le terrain est sensible. Ben oui, et puis ça peut nous montrer aussi en nous ce qui se passe, que quand on a des sillons en nous, des fois la source remonte à loin et on n'en est pas conscient, et c'est dans le subconscient que ça se passe et qu'il faut aller chercher pour guérir, parce que c'est pas en appliquant une méthode pour remonter la terre à ce niveau où elle est compressée que ça va se guérir. Mais il y a moyen de changer l'information et de transmettre de nouvelles informations. Et c'est vrai, c'est là où la physique moderne rentre dans l'équation et où elle nous amène plein d'outils pour tout ça. Je voudrais qu'on rentre un peu plus en détail dans le segment textile, si tu veux bien. Est-ce que tu peux nous expliquer les particularités de la transformation de la matière, et en particulier en regard de ce que tu comptes faire avec les 1000 hectares de culture ? Alors moi j'ai découvert, parce que je ne savais pas, que les fibres naturelles comme le lin et le chanvre avaient besoin d'un processus agricole particulier qu'on appelle le rouissage. C'est-à-dire que pour aller en filature, ces fibres, on a besoin d'enlever l'espèce de gomme collante qui est à l'intérieur, qu'on appelle la pectine, et qu'avant, on enlevait cette pectine en trempant les tiges dans l'eau, mais comme ça polluait les rivières, ça a été interdit je ne sais plus trop en quelle année, et du coup maintenant on pratique ce qu'on appelle ce rouissage sur le sol. C'est-à-dire qu'il faut couper chaque tige, les garder dans leur longueur, mais que chaque tige soit en contact avec le sol. Donc il faut les paralléliser, donc c'est un outil vraiment particulier qui permet de faire ça, et qui met toutes ces tiges les unes à côté des autres en contact avec le sol. C'est très très beau d'ailleurs. Ouais, c'est magnifique. Et ensuite, le soleil et la pluie vont faire que les bactéries du sol, avec la chaleur, vont manger cette pectine. En gros, parce que c'est plus chimique que ça. Mais ça va donc détruire cette pectine et ça va transformer la fibre. Donc on la fait rouir d'un côté, on la retourne. Donc il faut ensuite un outil pour retourner, pour la faire rouir de l'autre côté. Et ensuite, on va la roundballer pour pouvoir l'amener jusqu'au défibrage d'abord, et ensuite jusqu'au filateur. Mais surtout, ce que j'ai découvert dans le textile, c'était toutes les étapes qu'il y avait avant d'avoir un vêtement. Parce qu'on met tous nos vêtements comme ça, sans prendre vraiment en considération. Mais par exemple, quand nous, on fait de l'huile de chanvre, on a pris la graine, on l'a pressée, il y a de l'huile. Si on veut faire un t-shirt en chanvre, mais il y a
20 étapes dessus. Il y a je ne sais pas combien de mains qui vont intervenir. Parce qu'il va falloir cultiver, qu'ensuite il va falloir rouir, qu'il va falloir retourner, ensuite il va falloir roundballer, que cette balle doit être ensuite amenée vers une unité de teillage qui va permettre de séparer la fibre du bois blanc, de la chaîne vote. Donc ça, c'est déjà un outil industriel assez imposant. C'est celui qu'on est en train de construire pour nous, pour être autonome sur cette partie. Et ensuite, du défibrage, on va donc sortir des fibres longues. On a besoin de garder leur longueur pour garder leur solidité. Et c'est ce qui fait la grosse différence entre un chanvre de fibres longues et un chanvre de fibres courtes. Et si on veut aller vers des chanvres de grande qualité dans le textile, il faut garder la fibre longue. Et donc ces fibres longues sous forme de nattes de cheveux, je dirais, qu'on appelle filasse, et qui fait à peu près 90 cm, sont envoyées chez les filateurs. Et de cette filasse, ils en font des rubans qui transforment ensuite en fil, et ils vont, en fonction de la qualité de la filasse, déterminer l'épaisseur du fil. Donc soit ils feront un fil très fin, soit un peu plus épais, soit encore plus épais. Et en fonction de l'épaisseur de ce fil, derrière, on pourra faire soit un tissu tricoté, donc comme le sont nos t-shirts, nos pulls, soit faire un tissage, comme le sont nos jeans et nos chemises, en chaîne et trame, qui sont deux métiers complètement différents. C'est-à-dire que les tricoteurs ne font pas du tissu, et enfin ne font pas de chaîne et trame, et les chaînes et trames ne font pas de tricotage. Donc ça aussi, il a fallu le découvrir. Et ensuite, derrière ça, on va récupérer le tissu. Et une fois qu'on a le tissu, il va falloir le faire confectionner, en plus de l'ennoblir, de le teinter, si on veut, et tout. Nous, on restait en naturel. Donc du coup, on s'est dit, on va essayer d'aller au moins jusqu'à la filasse, pour l'amener en filature. Mais ensuite, notre particularité à nous, et c'est là où on se différencie beaucoup du monde de l'industrie du textile telle qu'elle est mise en place, c'est-à-dire que nous, on veut récupérer notre fil. On ne veut pas vendre notre filasse et qu'ensuite ils partent et on ne sache pas ce que c'est. Nous, on veut récupérer le fil pour décider nous-mêmes quel type de tissu on veut faire et ensuite proposer nous-mêmes ces tissus. Tu veux dire que tu veux une traçabilité sur les lots, l'équivalent des balles que tu donnes à la filature. Tu veux pas que ce soit mélangé avec la fibre d'autres cultivateurs? À long terme, c'est ce qu'on voudrait. Aujourd'hui, c'est impossible. Ouais. Aujourd'hui, les filateurs, ils ne travaillent pas comme ça. Aujourd'hui, ils vont prendre plein de lots différents et ils vont tous les mettre ensemble pour harmoniser, pour en faire un qui ait une même valeur partout. Nous, ça ne nous correspond pas du tout, ce système-là. Nous, on s'en fout qu'une année, on ait un fil de super qualité, super fin, dans lequel on va pouvoir faire tel tissu, et que l'année d'après, on ait un fil beaucoup plus épais, sur lequel on va faire un tissu qui soit complètement différent. C'est le vivant, c'est la nature, et c'est cette approche qui, pour nous correspond. Nous, on ne veut pas que notre client il nous dise cette année, je veux ce produit, l'année prochaine, je veux exactement le même. C'est entre le Bordelais et le Bourgogne dans les vins. Quoi. Voilà, c'est de dire, non, cette année, vous avez une huile qui a subi un ensoleillement particulier, qui a telle richesse, telle couleur. L'année prochaine, elle sera différente. Oui. Parce qu'on ne va pas se mettre à stocker de l'huile pour que vous ayez la même pendant 10 ans. Ça n'a aucun sens. Chaque année a sa justesse. Et s'il y a eu tel ensoleillement, ça va donner une information à la plante dont vous aurez besoin, vous, cette année, justement, parce que votre corps, il est relié à tout ça. Ça veut dire aussi que tu t'affranchis des coûts du marché établis, s'il en est. Après, je ne sais pas si ça marche comme dans le lin où tu as différentes variables, mais en tout cas, en fonction de la qualité, de la quantité de ce que tu produis, tu peux dire, telle année, c'est... Et c'est un peu... C'est un modèle tellement particulier que ça perturbe pas mal aujourd'hui, donc on n'y est pas encore. Mais c'est vers là qu'on veut aller. Aujourd'hui, on est quand même obligé de mettre nos matières avec tout le monde, et après, on ne sait pas ce que ça devient. Et après, quand nous, on rachète le fil au filateur, on ne sait même pas s'il vient de chez nous, ou de nos voisins, ou dans notre pays, quoi. Ouais. Et quelque part... Ça nous perturbe un peu. C'est le début, c'est pas grave. Mais de toute façon, on ira dans le modèle que nous, on a choisi, même si ça perturbe. Mais d'où l'intérêt de maîtriser ta chaîne de valeur de bout en bout, parce que si, in fine, la quantité que tu produis, tu es capable de l'absorber en production et en confection de produits finis, voire de le mettre directement toi-même sur le marché, quelque part, t'as pas besoin d'aller vendre ta matière à d'autres et de fixer un prix variable chaque année. Ouais, exactement. Mais alors ça pourrait paraître prétentieux, mais notre volonté première, elle vient pas de là. La volonté première, c'est de dire, nous, on met une certaine forme d'énergie dans ce qu'on fait. Oui. On crée de la matière première. Cette matière première, on va travailler
énormément à différents niveaux pour qu'elle ait une qualité vibratoire la plus élevée possible. Parce que si on crée de la matière première qui est là pour nourrir la santé, le fait qu'elle ait la qualité vibratoire la plus élevée possible va faire que naturellement, elle va être bonne pour la santé. Dans qualité vibratoire, on met que chaque atome, de tout, hein, même de cette table qui est là ou de nous-mêmes, chaque atome oscille selon une certaine fréquence qui est rattachée à l'oscillement du champ électromagnétique de la planète. Et cet oscillement, plus il est élevé, plus il nourrit la santé, plus il est bas, plus il détruit la santé. Par exemple, un coucher de soleil, la musique de Mozart, auront une fréquence vibratoire extrêmement élevée. Du heavy metal de mauvaise qualité ou un environnement de guerre va avoir une fréquence vibratoire super basse. Une table en formical comparée à une table en vieux chêne auront deux fréquences vibratoires des atomes complètement différentes. Et quelque part, cette fréquence vibratoire, elle raconte l'histoire de tout le produit. Et nous, il est important que nos produits aient la fréquence la plus élevée. Donc on a peur que si ensuite ces produits doivent être retransformés par d'autres personnes, cette fréquence vibratoire soit abaissée et qu'on n'ait pas la qualité que nous on émet. Donc c'est quelque part, c'est presque, on s'impose à nous-mêmes d'aller au bout du produit pour lui garantir sa qualité, quoi. On sait qu'on ne pourra pas tout faire, mais en tout cas, c'est notre volonté initiale. Et peut-être qu'un jour même, on ira vers la filature ou vers le tricotage ou le tissage. Ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, mais quelque part, ça ferait du sens. Mais en tout cas, c'est notre logique. Oui, mais après, tu as quand même un intérêt de massifier la production parce que globalement, c'est une plante qui décarbone. C'est une plante qui, si elle pouvait remplacer ne serait-ce qu'un pourcentage de l'offre textile pétrochimique, ça aurait des co-bénéfices énormes. Donc, si à terme, la maîtrise de l'entièreté de ta chaîne est plus possible parce que la production se dépasse, quelque part, c'est une bonne nouvelle aussi. Ouais. Et de fait, ce serait qui, alors, les clients du chanvre textile aujourd'hui en France et demain ? Je pense que c'est encore une fois lié à un niveau de conscience. C'est les gens qui ont envie de matériaux qui leur font du bien, quoi. Qui ont envie de payer un peu plus cher un matériau. Ils sont sûrs que quand ils vont le porter, ou quand ils vont l'ingérer, ou quand ils vont le mettre sur leur peau, ils sont sûrs que ça va participer à améliorer leur santé. Et qu'en même temps, ça n'abîme pas la planète. Et que même, ça lui fait du bien de mettre en culture ce type de plante. Et que les gens, ou l'énergie qui a transporté ça jusqu'à eux, correspondent à ce qu'eux attendent et qu'elle soit à la hauteur de leurs attentes. Et donc, en termes d'application plus, on va dire, industrielle, ça pourrait être, admettons, le textile dans la santé, le textile dans la décoration, par exemple, d'intérieur. Enfin, tu vois, les applications pratiques en dehors de l'habillement. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'image d'une plante d'une fibre et donc d'un textile assez rustre. Mais finalement, tu parlais de degrés de finesse, tu parlais de tricot, de jersey, de choses comme ça. Donc, les potentiels d'application. Alors, avant, on croyait que le chanvre était une fibre très rustique, très épaisse, très rêche, qui grattait et tout. Mais c'est parce qu'on n'avait pas compris qu'il fallait la couper à mi-chemin. Parce que justement, quand les graines montent dans la fleur, la plante est obligée de faire du bois et renforce sa fibre. Et donc, on a des fibres beaucoup plus épaisses, beaucoup plus solides pour tenir le poids de la graine. Avant, ils ne savaient pas qu'il fallait couper avant la graine pour avoir accès à des fibres super fines. Mais nous, on peut faire de la dentelle avec du chanvre. On peut aller de la dentelle jusqu'aux tissus les plus épais, des jeaneries, de la bagagerie et tout ça. Donc le spectre d'utilisation de cette fibre dans l'industrie du textile, de l'habillement, de l'ameublement ou de tout le reste, il est infini et c'est le spectre complet. C'est-à-dire que si on peut aller de la dentelle jusqu'à du cordage épais, il n'y a pas beaucoup de limites à ce qu'on peut faire. Et nous, alors personnellement, nous, on aime bien les tissus épais qui durent longtemps, parce que déjà, ils durent, et qu'ensuite, ils ont une qualité, c'est un peu comme du cuir, tu vois, qu'on mettrait et tout. Donc, ce qu'on appelle le tissu d'ameublement, ou de bagagerie, ou de la jeanerie, ou tous ces tissus-là, nous attirent beaucoup plus que la dentelle, parce qu'on est moins du milieu de la mode que du milieu beaucoup plus naturel, mais porte ouverte partout, quoi.
Et alors, justement, dans les applications en boucle ouverte, comme par exemple donc le BTP, tu parlais de cordage, mais je sais que dans la marine aujourd'hui, la plupart des cordes, si je dis pas de bêtises, sont quand même en matière synthétique aussi, en tout pétrole. cas une grande partie en pétrole. On en est où en termes vraiment de concrétisation de ces applications pratiques? Est-ce qu'il faut encore beaucoup de R&D? Auquel cas, est-ce que vous la faites chez vous ou bien ça vaut pas le coup d'aller taper chez Bouygues en leur disant ça vous intéresse pas d'investir, tu vois, en force vive quoi, sur la brique de chanvre? Est-ce qu'il y a un dialogue qui est instauré? Alors, on aimerait bien, et il commence à l'être avec certains. Pas à la dimension où nous, on aimerait le porter, mais on comprend que ça va prendre du temps. Ce qui est... Dans les matériaux de construction, il y a beaucoup de R&D à faire avec le chanvre. Il y a énormément de R&D dans où est-ce qu'on amène la matière, comment est-ce qu'on la transforme, vers quelle industrie précisément. Ce que j'expliquais tout à l'heure sur le graphène et le reste le justifie, c'est-à-dire qu'on a besoin de faire de la recherche. Nous, aujourd'hui, on ne peut pas financer cette recherche. Donc nous, on avance intuitivement. Et c'est pour ça que le travail qui est fait en amont, en méditation, est hyper important pour qu'on soit confiant de notre intuition. Et ça, c'est cette partie-là qui la rend confiante. Parce qu'on sait qu'à force de créer ces connexions, elle a lieu et que quelque part, on sera guidé quelque part vers cette bonne solution. Donc nous, d'avoir construit notre bâtiment en chanvre nous a donné une expérience qui nous a permis de voir quels étaient les manquements ou qu'est-ce qu'il faudrait comme matière pour que ça soit facile et pratique à utiliser par tout le monde. Donc du coup, on a développé un bloc qui a ses propriétés. Mais et qu'on va mettre sur le marché pour que les gens puissent l'utiliser beaucoup plus facilement et construire des usines ou des maisons beaucoup plus faciles. Mais il y a tout un tas de domaines dans lesquels on n'en sait rien. Le lien, par exemple, au niveau thérapeutique entre les cannabinoïdes et les terpènes, personne ne les connaît. Personne ne les a étudiés. Mais il y a un monde gigantesque à découvrir là-dedans. Donc, il y a besoin de R&D sans cesse de tous les gens qui travaillent là-dedans. Mais il faut être soutenu, il faut être subventionné, il faut être accompagné. Donc, effectivement, on aimerait bien que quelques grosses industries viennent nous aider. La problématique qu'on voit avec ces grosses industries, c'est que leur sujet, souvent, est relié à des questions financières ou de rentabilité et que cette plante, elle aura beaucoup de mal à cohabiter avec des besoins qui ne sont que financiers ou que... Donc c'est un peu compliqué parce que les gros industriels vont vouloir amener une nouvelle matière mais qu'ils vont mettre dans leurs anciennes machines parce qu'ils n'ont pas envie de perdre tout ce qu'ils ont fait. Or, le chanvre ne se pliera pas aux autres machines. On ne pourra pas mettre du chanvre dans les machines qui ne sont pas faites pour le chanvre. On l'a déjà essayé, ça ne marche pas, quoi. Ou alors, on va diminuer la qualité du chanvre. C'est ce qui se fait en Chine, ils le font beaucoup. Mais nous, ça nous perturbe. C'est vraiment la plante de la résistance, de la résilience et de l'appel à la transformation. C'est marrant. C'est la plante du nouveau paradigme. En fractal, il y a tellement de... Ouais. mais j'ai du mal à exprimer le niveau de profondeur qu'il y a entre cette plante et l'humanité dans la période exacte où on est, où on a besoin d'outils. Et c'est le moment exact où cette plante revient vers nous en nous disant, et en arrivant de plein de côtés complètement différents où on ne l'attend pas, et en nous disant, mais voilà, si vous voyez et si vous utilisez ces outils que moi je vous donne, vous avez des solutions. Et les solutions, elles sont là. Nous, on a plein de gens qui nous disent il faut économiser l'énergie, il faut réduire les coûts d'électricité et tout ça. Et on leur dit venez chez nous, quoi. Venez voir les chambres froides. Elles sont construites en béton de chanvre. Elles utilisent 10 fois moins d'électricité qu'une chambre froide classique. On a un bâtiment qui, quand il fait 40, il fait 25 à l'intérieur. Quand il fait 40 dehors, il fait 25 à l'intérieur. Et s'il fait 0 dehors, il fait 15 à l'intérieur. Sans chauffage, sans clim. Les solutions sont déjà en place. Donc, c'est juste que vous ne voulez pas les voir ou que ça ne vous arrange pas. Mais en fait, c'est ce qu'on découvre.
c'est qu'en même temps qu'on nous fait culpabiliser sur trouver des solutions sur le système qui est en place n'a pas envie de bouger, c'est normal. Ils gagnent tellement d'argent avec ce qui est en place qu'on serait à leur place, on ferait pareil. On n'aurait pas vraiment envie que ça change. Et quand nous, on s'est dit, on peut faire du plastique, par exemple, avec le chanvre, allons voir les plasturgistes et on leur propose du chanvre. Les mecs, ils nous ont rayonnés. Ils nous ont dit, mais pourquoi on utiliserait votre matière qui est à 20 fois du prix au-dessus du pétrole, tant que nous, le pétrole, on ne paye pas de taxes. Mais ce mot, le pétrole, on ne paye pas de taxes dans l'industrie de la pétrochimie, mais il nous a ravagés, quoi. On ne paye pas de taxes au sens financier sur le pétrole. Du terme. C'est-à-dire que le pétrole, il le paye la taxe sera payée à 0 quelques centimes, alors que nous, les utilisateurs, on va la payer à la pompe. Donc c'est quoi cette histoire? En même temps qu'on nous fait culpabiliser, qu'il faut qu'on aille recycler nos plastiques, qu'on déplace de la matière première qu'on a achetée, et qu'on aille la donner gratuitement, ça aussi, il faudra m'expliquer comment ça fonctionne. On nous fait culpabiliser là-dessus, et en même temps, tous leurs potes qui ont toutes les industries de la pétrochimie ne payent pas de taxes sur le pétrole. C'est là qu'on voit que c'est pas de eux qu'il faut attendre la solution. C'est à nous de le faire. Alors, d'après toi, qu'est-ce que le surf a appris à l'entrepreneur? J'aurais tendance à dire tout, mais ça serait un peu vague. Donc, en fait... le surf nous apprend à être connecté et à lire la nature. Et en lisant la nature, à voir en elle ce mouvement perpétuel qui ne se répète jamais, qui s'invente toujours. Et surtout, quelle que soit la position du surfeur, ça reste un jeu. Même si on est en train de bouffer dans une grosse vague, on est au bord de la mort, même si on est en train de se faire rosser sur le récif, même si on est en train de jubiler dans un tube gigantesque, c'est vraiment la joie et l'appréciation qui vont dicter l'expérience. Et quelque part, dès qu'on laisse entrer la peur dans l'équation, on transforme la vague. Mais ça, c'est tellement fort que moi, je l'ai vécu plein de fois. C'est-à-dire que dès qu'on laissait un doute, une peur, une crainte venir en nous, la vague n'était pas aussi belle que celle d'avant. Mais parce qu'on l'informe. Et comme on l'informait de ce champ-là. Et donc, ça nous a appris à appliquer ces règles dans la vie de tous les jours. Et de se dire, en fait, c'est juste une vague, quoi. Oui, ça peut paraître être un événement catastrophique ou quelque chose de dramatique ou quelque chose de super dur ou une montagne escaladée et tout. C'est juste une vague, elle a une taille différente. Et que quelle que soit la taille, on peut jouer en l'affrontant ou en glissant sur son dos, quoi. Et que même la plus grosse des montagnes à escalader peut être un jeu si on glisse dessus, quoi. Et la plus grosse des épreuves qu'on aura à affronter dans la vie, si on arrive à trouver quelque part en nous l'appréciation ou même la joie, ce qui est plus dur, face à cet événement, et il y aura toujours un petit chemin dans lequel la joie se trouve, l'événement il va se transformer et ça va devenir une glisse, quoi, une forme de glisse, et cette forme de glisse, elle est magique. Et donc oui, je pense que le surf m'a tout enseigné, tout ce que l'école m'a pas enseigné en tout cas. Alors de quoi est-ce que tu dirais qu'a besoin les chambres de l'Atlantique pour grandir dans ces prochaines années? Qu'est-ce qu'on appelle? Qu'est-ce qu'on appelle? Moi, j'appelle tous les matins. Donc, mais d'être guidé pour être juste, pour que les parties qu'on développe soient les parties qui soient les plus accessibles à l'humain et qu'on puisse les commercialiser sans trop de complexité pour que notre structure soit rentable. Parce que pour pouvoir développer et investir, il faut que ça soit rentable. Et que pour que ça soit rentable, il faut être plié aux règles économiques de la société d'aujourd'hui. C'est pour ça que ce monde d'aujourd'hui est super complexe, parce qu'on doit garder un pied dans l'ancien monde, parce qu'on vit selon ses règles, mais on doit en même temps avoir les yeux dans le nouveau monde, et c'est à nous de le créer, parce qu'il n'y a pas de règles dans ce monde-là. Enfin, il n'y a pas de règles qui nous sont données à nous dire, voilà comment il faut se comporter dans ce monde-là, quoi. Donc c'est juste la nature et le bon sens et notre niveau de conscience qui nous guide. Donc on est dans une période complexe, mais passionnante. Et donc, je reboucle sur les éventuels projets en R&D ou les investissements donc des industriels conventionnels dans la recherche et développement dans le secteur du chanvre. Tu disais plutôt BTP
ou tous les segments marchent? Est-ce qu'il y a aussi de la R&D à faire dans l'alimentation, dans la santé et dans le textile? Ouais, aussi. partout. Nous, dans l'alimentation, ça nous a pris 6 mois pour développer une recette pour faire du mfu, du tofu de chanvre. Et c'est juste un produit. Nous, il y a tout ce qui est viande végétale est à faire avec du chanvre plutôt qu'avec du soja ou du blé, parce que les protéines sont bien meilleures pour la santé. Et que quand on fait de la protéine de chanvre, en même temps, on va faire de la fibre textile ou des matériaux de construction, ce qui ne sera jamais le cas avec le soja ou le blé, quoi. Donc, du coup, on a besoin de ces matières. Mais je propose de suggérer à toutes les personnes qui sont au bout de cet épisode, qui connaissent forcément quelqu'un qui bosse dans le BTP, dans le textile évidemment, dans la santé ou dans l'alimentation, de faire passer cet épisode et de faire passer le message qu'il y a besoin de curiosité d'abord sur le sujet et puis de soutien quel qu'il soit. Merci beaucoup Vincent. Merci à vous, merci. C'est pas souvent qu'on nous laisse nous exprimer aussi longtemps, donc vraiment merci pour le format. Avec joie, et la prochaine fois, si tu es d'accord, c'est moi qui viens visiter tes hectares de culture et ces bâtiments en béton de chanvre, sujet qui m'intéresse particulièrement pour un projet perso. Ouais. Surtout qu'on a travaillé avec des géobiologues pour positionner le bâtiment pour que les flux énergétiques à l'intérieur nourrissent aussi la santé, et qu'ensuite on a travaillé avec des chamans pour faire monter le niveau vibratoire du lieu en entier, pour encore une fois. Donc c'est un bâtiment assez intéressant et avec grand plaisir pour te recevoir. Je viendrai en bêta-testeur, pas de problème. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email, de bouche à oreille, de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.